Nous accueillons notre conférencier avec honneur, alors, M. Michel Hiergeau. Merci beaucoup, Maître Roy. Ça me fait bien plaisir d'être là après tant d'années. Lorsque votre président m'a approché pour me suggérer de participer aux 45 ans du BAP, il me proposait une conférence publique. Je lui ai dit que je n'étais pas très intéressé à prononcer une conférence pour le grand public. La seule chose qui m'intéressait, c'était de vous parler, vous qui êtes les artisans du BAP. Avec ce que vous avez entendu, vous pouvez être assuré d'une chose, c'est que je suis profondément convaincu de l'utilité, de la nécessité toujours aussi actuelle de la consultation du public lorsqu'il y a des projets qui représentent des enjeux importants. Je pèse tous mes mots, la consultation du public lorsqu'il y a des enjeux importants. Bref, il ne faut pas solliciter ou précipiter les consultations à tort et à travers. Il faut pouvoir se rendre savamment rare pour être efficace. Je ne vais pas vous lire une conférence, je vais plutôt vous parler de façon ad lib à partir de longues notes que j'ai préparées. Et je vais vous parler un petit peu de l'historique parce que l'historique et ce que nous avons vécu et ce que j'ai vécu par la suite illustre parfaitement ce que je tiens à vous dire. Pour moi, et j'y reviendrai, le maître mot du fonctionnement des processus de consultation publique, d'évaluation environnementale et de consultation publique est la sincérité. La sincérité de toutes les parties prenantes au processus de consultation. Mais au départ, il n'y avait rien d'acquis. Quand on regarde les articles 6.1 et suivants de la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement n'est pas particulièrement bavarde sur le BAP, sur son rôle, sur la portée de son rôle. Il y a peu de choses qui se retrouvent dans la loi et dès le départ, il a fallu faire de la place. Plusieurs moyens ont été utilisés. Les premières audiences elles-mêmes pour baliser le terrain sur ce qu'est l'environnement, puisqu'évidemment, on a toujours voulu, et c'est encore le cas maintenant, on voudrait bien toujours réduire le rôle de l'évaluation environnementale et de la place du BAP et de la consultation à s'occuper des grenouilles. Mais en ignorant le milieu social, en ignorant les facteurs économiques, en ignorant ce qui constitue la notion effective et réelle de l'environnement. Donc, c'est apparu d'entrée de jeu que l'environnement était une notion plus large que ce à quoi on voulait la réduire, surtout à l'époque. Il faut se replacer que j'ai été nommé en 79 et les premières audiences qui avaient eu lieu étaient celles sur les battures de Beauport et la première série d'audiences sur la troisième ligne du réseau de transport de la baie James dans la Naudière. Et ça n'avait pas été un plein succès, mais le gouvernement de l'époque du Parti québécois sentait bien qu'on ne pouvait pas laisser les choses aller sans fournir un encadrement. Sauf que l'encadrement est un encadrement qui aurait pu facilement devenir un peu artificiel. Donc, non seulement est-ce qu'on a balisé la notion d'environnement dès le départ, mais en plus, on a lu la loi et essayé d'en extraire tout ce qu'on pouvait pour voir, pour retenir qu'il y avait un pouvoir d'enquête et non pas seulement un droit ou un pouvoir d'audition.
Et cette notion d'enquête ouvrait la porte, évidemment, à un approfondissement plus grand, à poser beaucoup de questions. C'était pas un rôle passif d'auditeur chargé de rapporter au ministre ce que les gens ont dit, mais c'était beaucoup plus un processus d'analyse de l'information de façon à la mettre en ordre au niveau du rapport. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en tenant des audiences qu'on a finalement rapidement donné le ton à ce qui deviendra le BAP et continuera à être le BAP encore aujourd'hui. Mais ça ne faisait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Je n'oublierai jamais, c'est un secret de Polichinelle, mais je n'oublierai jamais ce téléphone pendant les audiences de Stablex, de celui qui deviendra le premier à occuper la fonction de ministre de l'Environnement, Marcel Léger, qui m'appelle, me dit « Michel, tu poses trop de questions. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est pas de poser les questions, c'est d'écouter ce que le public a à dire. » J'ai dit « Marcel, je pense qu'on ne s'entend pas sur les concepts. Et tu m'as donné un pouvoir d'enquête. Moi, j'enquête. » Et il dit « C'est pas ça que je voulais. » Bien, j'ai dit là, il est trop tard pour y penser, parce que la loi est écrite comme elle est écrite. Bon. Et, mais c'était évidemment à une époque où il y avait une fluidité entre le pouvoir politique et le BAP qui n'existe plus maintenant. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre des distances et conserver des distances. Mais on perd des fois un petit peu l'importance du contact direct entre ceux qui ont tenu l'audience et ceux qui vont décider. Et je vous en donnerai un exemple très éloquent un petit peu plus tard. Mais donc, à l'époque, il y avait une fluidité. Je l'illustre, ça va vous faire sourire, mais il y avait à ce moment-là des bureaux permanents du BAP, et j'avais comme vice-président, un bureau à Montréal et un bureau à Québec, et je faisais continuellement la navette entre les deux villes. Nous étions, les bureaux étaient à Sainte-Foy, dans cet édifice pyramidal qui s'appelle je ne sais pas comment maintenant, mais nous étions sur le même étage que le cabinet du ministre. De fait, il y avait une porte physique entre les deux, et la porte était pas barrée. Bon. Et il y avait, entre autres, un membre du cabinet que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Pierrette Petit, mais qui n'était pas la moitié d'une bosseuse, et qui franchissait souvent la porte pour dire « Écoute, là, vous allez faire telle chose », et là, on chicanait un peu, puis bon. Mais ça changeait rien. Et à Montréal... le bureau du BAP était d'un côté du couloir et le bureau du ministre était l'autre côté du couloir. Donc, il y avait aussi une grande proximité. Et nous participions, à l'époque, quand on tenait une audience, on participait à la réunion préalable des ministres intéressés par le dossier avec leur cabinet politique et les analyses du ministère de l'Environnement. Et on participait à la décision sur qu'est-ce qu'on va décider. Je garde un souvenir ému d'une rencontre particulièrement houleuse où il fallait décider du passage de la 3e ligne du réseau de transport de la baie de James, parce que ça a été un des dossiers sur lesquels j'ai siégé. Les premières audiences qui avaient été tenues par M. Jolicoeur, qui était à l'époque le directeur des services de protection de l'environnement, qui est devenu par la suite le sous-ministre en titre, mais à ce moment-là, c'était André Caillé qui deviendra président d'Hydro-Québec, qui était le sous-ministre en titre. Mais dans la 3e ligne du réseau de transport de la baie de James, on venait à la conclusion, après avoir entendu les jeunes, qu'il fallait, sur une partie du tracé, déplacer le tracé qui comportait plusieurs inconvénients importants. Et il y a eu cette discussion autour de la table et le ministre de l'Énergie était carrément furieux parce que, finalement, ce qui a été retenu, c'est que on donnerait suite à la conclusion du BAP et qu'on déplacerait la ligne sur une vingtaine de kilomètres, on déplacerait le parcours. Et
Le ministre, à l'époque, a terminé la réunion manifestement furieux en disant « Félicitations, les gars ». Moi, je dis « les gars » parce qu'il y avait juste des hommes autour de la table. « Félicitations, les gars, bravo. L'hôpital qu'on devait construire dans la Naudière, on ne le construira pas à cause de vos folies. » Mais la ligne a quand même été déplacée. Donc, ça a été continuellement un combat pour essayer d'élargir le peu que la loi disait, mais de l'élargir dans le sens de la praticabilité. Il n'était pas prévu à l'époque que les rapports du BAP seraient obligatoirement rendus publics. C'est venu par la suite. Mais on l'avait glissé dans les règles du Bureau d'audience publique sur l'environnement, dont je fus l'auteur, et un jour, je retrouvai le cahier, parce que je ne l'ai pas jeté, le cahier où j'ai écrit à la main, ligne par ligne, les règles de procédure du Bureau d'audience publique que vous utilisez encore maintenant. Mais on a introduit des notions comme celle-là. On a introduit le fait que pour décider, le gouvernement a besoin de 2 sources d'information, le rapport du BAP et le rapport d'analyse du ministère de l'Environnement, et non pas uniquement le rapport du Bureau d'analyse d'analyse du ministère de l'Environnement. Donc, continuellement, en utilisant le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, entre autres la liste de projets obligatoirement assujettis, en donnant forme aux règles de procédure du Bureau d'audience publique, en tenant des audiences et en prenant certaines positions, en exploitant à fond la notion d'enquête, on a réussi petit à petit à étendre ce que le législateur avait peut-être à l'esprit en créant le BAP. Et je pense que ça a été utile parce que le fonctionnement, la crédibilité de la consultation tient au fait que, par exemple, le public est informé. La notion de séance d'information est apparue dans les règles de procédure d'audience publique sur l'environnement parce que ce n'est pas dans la loi. Et au début, on s'attendait qu'on était pour tenir des consultations à froid, sans informer la population, sans tenir une première partie des audiences publiques sur l'environnement. Maintenant, c'est de la routine. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait le gagner à chaque fois, mais on se disait que c'est inutile de penser avoir une consultation qui soit un tant soit plus crédible si avant de se prononcer, les membres du public, à qui on demande un effort. L'effort n'est pas supporté uniquement par le promoteur, qui se comporte souvent comme un bébé braillard dans les projets, mais est supporté aussi par le public, à qui on demande de consacrer du temps et de l'énergie et venir affirmer ou déposer un mémoire, qui est souvent une lettre, pour exprimer ce qu'on pense d'un projet. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande un certain courage et il faut prendre ça en considération. Or, si on n'a pas une première séance qui permet aux gens de mieux comprendre ce que c'est le projet, ensuite, on ne peut pas s'étonner que leur contribution à l'audience ne soit pas très utile, mais c'est un peu donnant. Il faut fournir de l'information pour avoir les bonnes rétroactions. Puis il y aura toujours des gens qui vont être à côté de la plaque, mais ça, on en voit tous les jours encore maintenant. Donc, mais cette crédibilité du système, je l'ai vécu aussi en quittant le BAP. Et là, je vais entrer dans des anecdotes qui illustrent, je crois, très bien ce que je pense de la consultation et ce que je crains de la consultation présentement. Je ne dirai jamais assez à quel point je crois que l'épisode infiniment triste de l'Office de consultation publique de Montréal vous fait un mal immense.
Et je suis très critique et je ne m'en cache pas. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce qui s'est passé à Montréal parce que ça sert à discréditer bien d'autres choses par la suite. Lorsque j'ai quitté le BAP, je suis retourné à la pratique. Je suis resté 5 ans et à la fin de mon mandat, je m'ennuyais un peu de la pratique du droit. J'étais un plaideur, puis je pense que ça, on ne réussit pas à arracher ça. C'est comme ça. Bon. Et même quand j'étais juge, j'avais de la misère à me retenir. Donc, oui, c'est la grande crainte quand on est juge. Des fois, on se dit, ben oui, mais l'avocat, vous allez laisser passer ça, mais pourtant, souvent, on est obligé de le laisser passer. Mais donc, je voulais revenir à la pratique. Et quelques mois après, je reçois un téléphone. Et là, je vais parler d'un projet montréalais, mais je vais essayer de vous le situer pour ceux qui connaissent peut-être moins Montréal. Puis je ne veux pas être trop montréaliste dans ce que je dis, mais c'est ça mes expériences, donc c'est ça que je relate. Je reçois un téléphone de Mme Phyllis Lambert, qui est une architecte bien connue, que je ne connaissais absolument pas, sauf vaguement de réputation, mais ce n'était pas le personnage iconique que c'est devenu maintenant. Et elle me dit, Monsieur Herjou, vous avez été vice-président au BAP, il faut absolument que Montréal soit doté d'un mécanisme de consultation, ça n'a pas de bon sens, le maire Drapeau fait tout ce qu'il veut. Et le projet qu'elle avait en tête était ce qu'on appelait le projet McGill College. McGill College était une grande entreprise dans le domaine immobilier de Toronto, principalement, qui avait décidé de construire le Centre Eaton de Montréal, qui était un vaste bâtiment qui devait s'étendre sur la rue Sainte-Catherine d'est en ouest, donc en plein centre-ville. McGill College offrait en bonus à Montréal la construction de la salle de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bon, ça prendra ensuite 20 ans de plus avant qu'il y ait la Maison symphonique, mais c'était le premier projet. Ce projet-là avait reçu la bénédiction enthousiaste du maire Drapeau, sans réserve, et pourtant, ça avait comme conséquence de faire disparaître l'avenue McGill College. L'avenue McGill College, c'est une rue importante de Montréal qui relie la place Ville-Marie sur le boulevard René-Lévesque à l'université McGill et à la montagne. À ce moment-là, McGill College n'était pas une rue très importante, un peu négligée, mais de toute façon, la réalisation du projet l'aurait fait disparaître parce que ça empiétait sur la rue, carrément. Et là, il fallait organiser les premières consultations tenues à Montréal sur un projet déjà autorisé, pleinement avalisé par le maire Drapeau. Et là, la Chambre de commerce de Montréal et le Board of Trade, qui pourtant sont en général des amis des promoteurs, m'ont demandé d'élaborer un système de consultation et se sont tenues les premières consultations sur un projet important à Montréal. La population a rapidement adhéré. Il n'y avait pas eu d'études d'impact, il n'y avait pas eu de séance d'information. Il y avait eu une présentation, puis ensuite, pendant 3 jours, des consultations publiques. Le public était invité à venir dire ce qu'il pensait du projet. Le public est venu dire, mais c'est complètement fou, parce qu'il ne faut pas fermer la perspective sur l'Université McGill et sur le Mont-Royal. Il faut ouvrir la perspective. Il faut élargir la rue.
Il faut refaire le zonage. Il faut avoir des trottoirs très larges. Il faut que les arbres qu'on va planter dans le terre-plein central du boulevard ne soient pas des grands arbres, mais des arbres plutôt de taille réduite pour ne pas faire disparaître dans la verdure la perspective. Il y a eu toutes sortes de propositions. Et finalement, le promoteur a dit, on a compris, on abandonne le projet. Et le Centre Eaton est devenu quelque chose de beaucoup plus modeste, qui se trouve maintenant juste du côté est de l'avenue McGill College. Et l'avenue McGill College a été revue, le zonage a été fait, il y a des grands édifices qui se sont construits, les trottoirs sont très larges, les pommetiers qui ont été plantés à l'époque sont toujours là parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de place. Et ça a été le produit direct d'une consultation comme il n'y en avait jamais eu. Ça demeure un exemple, à mon avis, plus qu'à Montréal, pour tout le Québec, de l'efficacité de la consultation quand elle est faite avec sincérité. 2 anecdotes pour compléter. Phyllis Lambert, qui est devenue une de mes amies, très chère, que je continue à voir. On a voyagé ensemble, on a fait toutes sortes de choses, était une des 3 actionnaires principales de Cadillac Fairview. Les 2 autres étaient ses 2 frères. Et elle s'opposait à ses frères. Et on a organisé une consultation et elle a battu ses frères. Qui sont restés, qui sont très près qui étaient très près de leur sœur. Malheureusement, il y en a un qui est décédé, l'autre est malade. Mais Phyllis n'est plus particulièrement une jeunesse parce qu'elle va avoir 98 ans le 20 janvier. Mais c'est tout dire. Et vous avez sans doute vu sur des photos, quand vous êtes venu à Montréal, si vous fréquentez beaucoup Montréal, vous avez sans doute vu maintenant ce grand anneau qu'il y a à la place Ville-Marie. Et ce grand anneau, qui est une œuvre de l'architecte du paysage Claude Cormier, qui vient de décéder, qui était un de mes amis très proches. Quand il élaborait l'anneau, et on parlait souvent de Montréal et de l'aménagement de Montréal et tout, l'idée derrière l'anneau, c'est un crayon feutre qui regarde la perspective et qui entoure la perspective de l'avenue McGill College. Et c'est devenu l'anneau, l'immense anneau maintenant, qui est fait pour souligner la perspective qui a été sauvée grâce à la consultation publique. Donc, ça marche, la consultation. Ça marche dans la sincérité, dans une certaine spontanéité. Et quand on est capable rapidement de cibler les enjeux pour ne pas se multiplier partout, dans tous les projets, il y a un maximum de 3 enjeux. Je n'ai jamais vu un projet où il y avait plus que 3 enjeux véritables. Deuxième exemple, le fédéral avait décidé de céder le territoire du Vieux-Port de Montréal à une entreprise américaine pour en faire un centre commercial. Ça ne répondait certainement pas à un besoin. Et il n'y avait aucune consultation qui avait été prévue. Et un bon jour, Phyllis et moi sommes débarqués dans le bureau du ministre des Travaux publics de l'époque à Ottawa pour lui dire qu'il fallait tenir des consultations publiques alors qu'il s'apprêtait à signer le contrat pour le réaménagement du Vieux-Port. La conversation n'a pas été un modèle de placidité.
aussitôt. On a tous levé le ton à tour de rôle. Et il ne faut pas donner l'occasion à Phyllis Lambert de lever le ton trop longtemps parce qu'elle va saisir l'occasion. Mais tout ça a fait en sorte qu'au bout de quelques semaines, il a été convenu de tenir des consultations publiques sur l'avenir du Vieux-Port de Montréal. Le public a participé massivement et est venu dire, c'est pas d'un centre commercial dont on a besoin, c'est d'espace public, c'est de pouvoir s'approcher du fleuve et c'est de pouvoir avoir des infrastructures muséologiques ou auxquelles le public a accès, que ça serve à l'ensemble du public et non pas d'abord et avant tout à des fins commerciales. Il y a évidemment toujours un aspect commercial, mais pas un centre commercial. J'ai présidé ces audiences-là, qui sont bien déroulées, qui là se déroulaient en deux parties, présentation des enjeux et ensuite consultation elle-même et tout. Et le fédéral a abandonné son projet de faire un centre commercial et le Vieux-Port de Montréal est maintenant un endroit public très fréquenté. Troisième exemple, et c'est peut-être le plus éloquent parce que, et c'est peut-être le plus inquiétant, parce que ça permet de comprendre que des fois, il faut qu'une personne vous ait lu véritablement pour que des résultats puissent se faire sentir. Et c'était la décision qui avait été prise par le ministre Côté de l'époque, éloquemment qualifié de bœuf de matane, ça s'oublie pas. Pierre-Yvan Côté était ministre de la Santé. Et il avait convaincu le gouvernement de déménager l'Hôtel-Dieu de Montréal à Rivière-des-Prairies. L'Hôtel-Dieu de Montréal est l'hôpital le plus ancien d'Amérique. C'est l'hôpital fondé par Jeanne Mance en débarquant du bateau de Maisonneuve. A toujours été la propriété des hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Sous Louis XIV, la charte les désigne comme ça. Donc, le but était clair, c'était d'avoir un hôpital pour aider la population et les sauvages. C'est écrit dans la charte. L'hôpital a toujours été, l'hôpital a toujours fonctionné à Montréal. Et là était le principal hôpital universitaire de la faculté de médecine de Montréal, de l'Université de Montréal, et donc était sur l'avenue des Pins, décision prise de déménager à Rivière-des-Prairies. Encore une fois, et là, le ministre a dit, il n'y aura pas de consultation, dérangez-moi pas, la décision est prise. De toute façon, le gouvernement a décidé, c'est dans les procès-verbaux. Et là, la décision avait été prise de reconstruire l'hôpital, cette fois-ci, du côté est de ce qui viendra l'autoroute 25, donc complètement dans l'est de l'île de Montréal. À l'époque, les étudiants qui étudiaient sur la montagne à la faculté de médecine pouvaient se rendre facilement à l'Hôtel-Dieu, qui était au centre-ville, mais c'était une paire de manches de se rendre à Rivière-des-Prairies, alors qu'il n'y avait pas de système de transport en commun. Et chose étonnante, il n'y en a pas plus maintenant. Bon. Encore une fois, des organismes de Montréal ont dit il faut faire des consultations publiques. Se rappelant ce qui avait eu lieu dans le Vieux-Port, ce qui avait eu lieu dans à propos de l'avenue McGill College, et puis on va demander d'organiser, de présider les audiences.
audiences qui sont tenues pendant l'été, au mois de juillet. Une température épouvantable. Il pleuvait tout le temps. Et à l'époque, il n'y avait pas de Netflix, donc il y avait des reprises à la télévision. Les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, ils venaient aux audiences et on avait pris soin de faire en sorte que les audiences soient retransmises à la télévision communautaire. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez aucune idée de ce que c'est la télévision communautaire, mais c'était un moyen, c'était finalement comme l'ancêtre des réseaux sociaux. Appelons-le comme ça. Bon. Et donc, on nous regardait à la télévision communautaire, on m'arrêtait sur la rue pour me dire que je faisais un beau travail et tout. J'étais le premier surpris, bon, et tout. Et beaucoup de gens sont venus, y compris des spécialistes américains qui sont venus parler de l'importance de maintenir la proximité entre la faculté de médecine et les hôpitaux universitaires. C'est dans l'essence de l'animal. Des cours le matin, on travaille à l'hôpital, on a un autre cours à 4h30, donc on ne peut pas avoir... Hein? Donc, ça menaçait le statut d'hôpital universitaire de l'Hôtel-Dieu. On a entendu tout ça. Nous étions 3, l'ancien président de la Bourse de Montréal et celui qui a été le fondateur de Télé-Québec. Et nous avons entendu, nous avons rédigé un rapport. On l'a déposé. C'est un rapport qui disait, écoutez, mais ceux qui ont conçu le projet à Québec ont situé l'Hôtel-Dieu au sud de la rue Sherbrooke, alors que c'est sur l'avenue des Peintres, donc bien au nord de la rue Sherbrooke, qui connaissent rien à Montréal. Et donc, ils ne pouvaient pas comprendre la dynamique de l'hôpital universitaire et tout, et ce que ça représentait comme enjeu. Pendant tout ce temps-là, évidemment, les religieuses avaient reçu ordre de leurs supérieurs de ne pas m'adresser la parole et de ne pas participer aux audiences et tout. Ça n'empêchait pas les sœurs de m'écrire ou de me téléphoner pour me dire à quel point qu'elles étaient découragées de la décision, puis c'était leur œuvre qu'elles voyaient disparaître en fumée et tout. Mais on a déposé notre rapport et à ma grande surprise, j'ai reçu un téléphone de Claude Ryan, qui, lui, lisait les rapports. C'est une espèce en voie de disparition, mais il avait lu le rapport. Ou maintenant disparu, Mais donc, il avait lu le rapport. Il dit, monsieur Augeot, j'ai lu le rapport. Il dit, je dois dire que ça m'apparaît assez solide, puis je me demande bien où est-ce que Côté nous a amenés dans tout ça. Mais il dit, êtes-vous prêt à rencontrer le Conseil des ministres? Ben, j'ai dit, certain. Et finalement, ça a été le Conseil des ministres de la grande région de Montréal. Ça s'est tenu à Montréal, en présence de celui qui venait de devenir premier ministre du Québec, Daniel Johnson, en remplacement de Robert Bourassa, qui avait dû quitter pour des raisons de santé. Et j'ai fait une présentation pendant 2 heures. Les ministres m'ont posé beaucoup de questions. On s'est quittés amicalement. Et la première décision qui a été prise par le Conseil des ministres présidé par Daniel Johnson a été de révoquer le décret de déménagement de l'Hôtel-Dieu et de maintenir l'Hôtel-Dieu là où il était. Maintenant, l'Hôtel-Dieu n'existe plus parce qu'on a créé le CHUM, on a créé un gros bâtiment. Les 3 hôpitaux qui en faisaient partie sont disparus comme hôpital universitaire au profit du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Mais il n'y en a pas moins que pendant 10 ans, l'Hôtel-Dieu, tant que l'Hôtel-Dieu a pu fonctionner comme hôpital universitaire, l'Hôtel-Dieu est resté là où il était. Donc c'est des exemples d'une consultation quasi spontanée de la population et de la réceptivité de la population à l'exercice. Tout ne se joue pas en noir et blanc. La consultation ne vise pas à torpiller tous les projets. Le processus d'audience publique ne sert pas. Le résultat n'est pas que le Conseil des ministres rejette un projet,
mais que la population soit écoutée et que le projet soit bonifié ou amélioré. Et quand il ne tient pas debout, il est rejeté. Je me souviens d'avoir présidé les audiences sur un projet d'un parc linéaire dans l'est de Montréal où on prévoyait construire un quai à pêche, c'était le nom, quai à pêche et pour déversement occasionnel de neige. Bon. Mais le parc suffisait tout à fait à acheter une ligne à l'eau et tout. Il n'était pas nécessaire d'avoir une structure 12 mètres au-dessus du niveau d'eau pour pouvoir pêcher. Mais c'était une attrape-nigo. C'était juste un quai pour jeter de la neige dans le fleuve et c'est sorti pour ce que c'était. Celui qui était le maître d'œuvre de ce projet et qui en était le porte-parole, il s'appelait Pierre Bourque, et qui deviendra par ailleurs maire de Montréal par la suite, sous le surnom de Géranium Ier qui lui avait été donné par Radio-Canada. Mais c'est un projet qui n'avait aucun bon sens et le gouvernement l'a tout simplement rejeté. Mais je disais tantôt qu'il y a peu de choses dans la loi et on a fait disparaître une chose précieuse qui était la notion de demande frivole d'audience. Au départ, et c'était dans la loi, le ministre ne pouvait refuser une demande d'audience publique que si elle était frivole. Ce mot que les ministres craignaient plus que tout. Mais il y avait une logique. Quand on a bâti la règle des projets obligatoirement assujettis à la procédure d'étude d'impact, c'est qu'il y avait une présomption que ces projets-là étaient par leur nature susceptibles d'affecter l'environnement. Et donc, quand il y avait une demande d'audience publique sur l'environnement, ça allait de soi que le ministre l'accorde, à moins que la demande n'ait pas de bon sens. Or, je ne connais que 2 exemples où le ministre a refusé une demande d'audience publique sur l'environnement en disant qu'elle est frivole. Je ne me souviens même pas dans quel projet exactement, mais c'était un projet où le demandeur, le seul demandeur d'audience, était quelqu'un qui craignait de voir son compte de taxes augmenter. Le ministre, dans ce cas-là, a jugé que c'est une demande frivole et n'a pas accordé la demande d'audience publique sur l'environnement. Puis il y en a un autre exemple, mais je l'oublie, mais je pense qu'il n'y en a pas plus que 2. Non, mais les ministres ont toujours été terrorisés de devoir employer le mot frivole parce qu'il n'y avait pas le choix. S'ils voulaient refuser une demande, il fallait d'abord qu'ils disent que la demande était frivole. Et la notion de frivolité en droit n'est peut-être pas la chose la plus limpide qui existe, mais c'est que ça impliquait aussi un choix politique de qualifier une demande du public de frivole, et on n'aimait pas ça. Donc, le ministre de l'Environnement a décidé de faire disparaître et de laisser au ministre le choix de décider les projets sur lesquels vous travaillez, qui iront en audience publique ou non. C'est comme... J'en avais parlé avec le ministre de l'Environnement de l'époque pour lui exprimer mon scepticisme devant ça. Ça me fait un peu sourire parce que le ministre était mon ancien stagiaire. Donc, je me sentais bien à l'aise de lui parler dans les yeux, mais lui était aussi bien à l'aise de m'envoyer paître. Mais on n'est pas moins bon ami pour autant. Mais je craignais un peu ce qui risque de se produire, qui fait qu'on risque peut-être de voir de plus en plus les audiences publiques limitées aux projets qui sont périphériques, alors que les projets qui représentent de réels enjeux risquent d'être écartés de la procédure. Donc d'être privés du mérite de la consultation publique.
on exagère continuellement, mais on a toujours exagéré le coefficient de difficulté de l'application de la procédure d'étude d'impact et d'audience publique sur les projets. Des gens qui s'apprêtent à investir 15 milliards dans une usine ont les reins assez solides pour aller en audience publique. Et une des grandes batailles, ça a été le 4 mois. Parce que j'essaie toujours de revenir à comment est-ce qu'on a comme colmaté les brèches dans les premières années. Mais le 4 mois, qui n'apparaissait pas dans la loi, mais uniquement dans les règles de procédure du bureau d'audience, était de faire en sorte que le bureau va devoir se forcer pour déposer son rapport dans les 4 mois. On ne pourra pas le forcer à le faire en 2 mois, mais le bureau ne prendra pas 1 an, sauf dans les projets sur des questions génériques. L'eau potable, les déchets dangereux, que ça prenne 2 ans, dans l'ordre des choses. Mais sur des projets comme tels, le 4 mois était l'objet d'un compromis. Et quand j'étais au BAP, et je pense que ça a perduré, mais jamais, je sais que ça a perduré, jamais on a excédé 4 mois, jamais on a remis notre rapport, même s'il était signé depuis 15 jours, à moins de 4 mois. Parce qu'on avait convenu de 4 mois, et c'était toujours 4 mois. Donc, arrêtez de me parler des délais infinis. 4 mois. Donc, et ça aussi, c'était pas quelque chose qui était acquis. Puis quand vous lisez maintenant les règles de procédure, lisez avec ce regard, vous allez voir que c'est venu gentiment boucher des trous dans la loi pour faire en sorte que la procédure soit à l'abri de certaines pressions. Remettez donc le rapport dans 3 semaines. Ou bien, dites-nous juste que le public va entendre, mais laissez tomber le volet enquête. Ça, c'est vieux comme le monde. Vous en entendez parler aujourd'hui, mais c'est de l'histoire ancienne, ça fait 45 ans. Là. Mais la première année, c'était déjà là. Michel, tu poses trop de questions. C'est comme... Et tout. Mais je suis absolument convaincu que la procédure est nécessaire. Évidemment, tout projet doit faire l'objet d'une autorisation, principalement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui est le travail du ministère de l'Environnement. Mais au-delà de ça, il y a des études plus élaborées qui correspondent à l'importance du projet, qui peuvent mener à des consultations publiques. Et vous remarquerez encore dans les règles de procédure qu'il y a 2 choses pour que le gouvernement puisse décider, le rapport du BAP et le rapport du ministère de l'Environnement. Vous n'avez pas d'idée à quel point ça a été une bataille féroce à l'époque pour que les 2 soient sur un pied d'égalité et non pas que le rapport du BAP soit intégré dans l'analyse du ministère. Mais il faut faire attention. Un rapport du BAP, ce n'est pas un jugement d'une cour de justice. C'est un rapport pour considération et prise de décision. Le gouvernement reste toujours maître de la décision. Il faudrait juste que le gouvernement arrête d'annoncer sa décision avant de tenir les consultations. Mais la tentation est parfois trop forte. Malheureusement, mais il y a dans tous les projets un processus d'autorisation qui est déjà complexe. Donc, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et de consultation publique n'est pas un corps étranger, c'est
c'est un exercice qui doit être fait dans le cas de projets importants, lourds de conséquences, et il y a maintenant plein de cabinets spécialisés qui sont très habiles pour pouvoir bâtir des études d'impact crédibles, bien faites, à partir des bonnes données. À l'époque, obtenir une directive d'études d'impact par le ministère de l'Environnement prenait régulièrement 1 an. Parce qu'il fallait tout inventer. Mais finalement, à force de se le faire répéter, y compris dans des rapports du BAP, il s'est développé, quand on a voulu alléger l'obsession politique, il faut alléger le système. Bon, ben on a dit, écoutez, il n'y a rien qui empêche. Vous avez déjà fait des directives d'études d'impact pour des directives d'études d'impact pour des lignes de transport. Là, ça fait 3 fois que vous en faites maintenant. Vous avez une bonne idée. C'est pas vraiment différent. Ça n'a pas l'air une fois d'un zèbre, l'autre fois d'un lézard. Ça ressemble pas mal toujours à un zèbre. Donc, préparez des directives. Préparez-en pour tous les projets. Ce que le ministère a fait, maintenant, c'est 15 jours. Il a été allégé. Le système. Le promoteur n'a plus à attendre indéfiniment pour avoir une directive d'études d'impact, remettre ça à ses consultants et bâtir l'étude d'impact en conséquence qui va être validée et tout par un échange de questions et tout, dont, le moment venu, le BAP va bénéficier. Donc, c'est pas vrai que c'est une entrave au développement, mais ça a toujours été l'épouvantail qu'on a dressé et qu'on continue de dresser. Et ça oblitère le fait que l'enjeu n'est pas de dire oui ou non à un projet. C'est comment dit-on oui à un projet et comment dit-on, dans certains cas, non, parce que ça n'a pas de bon sens. De toute façon, quand ça n'a vraiment pas de bon sens, en général, le promoteur le comprend puis retire son projet. Les gens de McGill College à Montréal ont compris, ils assistaient aux audiences comme tout le monde, ils comprenaient bien qu'ils n'avaient pas perçu l'enjeu. L'enjeu pour l'organisation de Montréal et n'avaient pas perçu le degré d'attachement de la population pour cette perspective-là. Mais quand ils l'ont compris, ils ne sont pas plus fous que les autres. On dit, on va pas se lancer là-dedans. Donc, ils ont retiré le projet, pas parce qu'une des actionnaires n'était pas d'accord. Ils ont compris, tout le monde, que ça n'avait pas de bon sens. Donc, mais il en demeure pas moins que je disais qu'un rapport du BAP, c'est un outil pour permettre aux décideurs de mieux comprendre et de mieux jauger le projet. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un jugement de cours. C'est un document qui doit être fonctionnel. Parfois, je trouve, je n'ai pas tout lu vos rapports, j'en ai lu avec les années plusieurs. Certains rapports sont indûment longs. On s'attend que le décideur va lire, mais des fois, on ne leur rend pas la partie facile. Je répète que dans tout projet, je n'ai jamais vu de projet où il y a plus que 3 enjeux, et il faut cibler les enjeux et en faire un outil pour que, le public qui a été consulté se retrouve et que le décideur y comprenne quelque chose. Et là, c'est un travail utile. Et ça continue à être un travail utile. Et tout ça dépend toujours de la sincérité de tout le monde. La sincérité des membres du BAP, la sincérité du public, la sincérité des promoteurs. Et j'ai eu l'occasion de voir évoluer Hydro-Québec dans le cadre des projets parce que j'ai eu l'occasion de présider quelques audiences dans des projets d'Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec était extrêmement réfractaire. Hydro-Québec voulait me manger tout rond et
celui qui était responsable de ces dossiers-là, à l'époque, s'appelait Daniel Dubois, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais on n'avait pas des rapports faciles quand j'étais là. Puis, petit à petit, j'ai vu évoluer Hydro-Québec et intégrer le fait, tout n'est pas mauvais là-dedans, il faut se doter de ressources, il faut se doter de personnel, il faut prendre les moyens. Mais quand j'ai bien vu Daniel Dubois, qui est un homme intelligent, s'ouvrir à ça et comprendre que on ne pouvait pas l'écarter et qu'il fallait composer et en tirer le meilleur parti possible et que c'était aussi le rôle de la société d'État. À ce moment-là, les budgets sont apparus et les moyens se sont développés. Chez lui, ensuite, Stella Lenné est devenue responsable. Stella Lenné, qui est une femme remarquable et tout. Il comprenait très bien les enjeux et prenait ça au sérieux. Et André Caillé, qui n'était pas nécessairement le premier convaincu des audiences publiques, parce qu'il y avait chez lui un petit côté promoteur dans l'âme quand il était sous-ministre, mais André Caillé était aussi un homme très intelligent, très éveillé, et qui a compris, et c'est lui qui a inventé la notion d'acceptabilité sociale, dont on rit beaucoup maintenant, mais qui était à l'époque un pas en avant incontestable. La caricature qu'on peut faire ensuite de la notion d'accessibilité sociale et qui peut être galvaudée, fondamentalement, c'est pas une vilaine idée. Et c'est Caillé qui a inventé ça. À un moment donné, il dit, ben non, il dit, on a beau se battre, là. Si c'est pas acceptable socialement, on n'y parviendra jamais. Arrêtons de nous battre contre des moulins. Donc, il y a eu des gens intelligents qui n'ont pas toujours été sur les freins continuellement. Mais quand vous avez des bourdes, comme ce qui a été fait à l'Office de consultation publique de Montréal, et je vous parlais des consultations de Montréal, puis vous m'excuserez encore une fois mon côté montréaliste, mais on parle bien de ce qu'on connaît. Nous avons eu une consultation publique sur un enjeu qui est important à Montréal, qui est la voie Camillien-Houde, qui est une voie de passage qui permet de traverser la montagne et de passer du plateau Mont-Royal à Côte-des-Neiges rapidement, dans un très beau cadre, puisque ça passe à travers la montagne. Il y a eu une consultation par l'Office de consultation publique, présidée par Dominique Olivier, qui par la suite se présentera et deviendra président du comité exécutif de Montréal. Et la population, 1252 personnes, sont venues dire qu'il ne fallait pas fermer le chemin Camillien-Houde. Et la décision a été prise de fermer le chemin Camillien-Houde. Et dans une ville qui est incapable de faire lever aucun projet de logement social parce qu'on n'a pas d'argent, et d'investir 90 millions pour fermer le chemin Camillien-Houde. Ça, quand vous voulez tuer la consultation publique, c'est précisément ça que vous faites. Vous provoquez une consultation, les gens viennent dire clairement et sans explication, vous dites exactement le contraire, allez tous au diable. Quand on veut tuer la consultation, c'est la recette parfaite. Hier soir, j'invitais des amis à manger à la maison, intelligents, un collègue à la cour, une autre qui est une avocate émérite et tout, qui me disent de toute façon, à quoi ça sert, ça, la consultation? Puis j'ai dit, vous me découragez. Puis là, j'ai recommencé, j'ai fait une répétition générale de ma conférence d'aujourd'hui. Ah oui, vu comme ça. Mais c'est que j'étais découragé quand j'entendais la présidente du comité exécutif qui se dit, mais vous avez présidé une consultation, vous dites qu'il ne fallait pas le fermer. Pourquoi vous fermez? Et qui répond, j'ai jamais écrit ça. Ben là,
je répète que les éléments, les ingrédients pour que ça fonctionne ne sont pas si nombreux. Ça a été inventé. On n'a pas besoin d'aller 4 fois au Mozambique pour apprendre comment ça marche. C'est vous autres qui l'avez inventé. Quand j'ai quitté le bureau d'audience publique sur l'environnement, le fédéral a créé une commission présidée par le juge Walsh de la Cour fédérale. On était 3 membres. J'étais invité pour les consultations publiques menées par le fédéral. On est arrivé à quoi? 2 séries d'audiences, une période d'information, une période... C'est exactement le modèle du Québec. Quand on a formé le bureau de consultation de Montréal par le maire Doré à l'époque, qui est-ce qu'on est allé chercher? Luc Ouimet, qui était membre du bureau d'audience publique sur l'environnement, qui est devenu président du bureau de consultation de Montréal. Ensuite, Pierre Bourque, qui s'était fait rabrouer dans le quai à pêche et pour faire un déversement occasionnel de neige, a supprimé le bureau de consultation de Montréal. Et quand le maire Tremblay est arrivé, il a recréé le bureau. Il l'a appelé Office de consultation de Montréal. Et qui est-ce qui a été cherché? Louise Roy, qui était vice-présidente du BAP et tout. Donc, il n'y a pas de quoi aller au Mozambique bien souvent pour apprendre comment ça marche. Et donc la consultation et l'éthique de la consultation se sont développées principalement d'abord et avant tout au Québec. Ça n'a pas été fait à gauche pas à droite. Il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses. Les battures de Beauport, ça n'a pas été nécessairement un franc succès. La troisième ligne du réseau de transport avec M. Jolicoeur, ça a été moins qu'un succès. Ça a dû être repris. Mais ça, c'était les premiers balbutiements. Et ensuite, il s'est développé une méthode, une façon de faire, un cadre, une éthique. Et ça fonctionne. Il faut se cramponner à ça. On ne se cramponne pas après grand-chose. On se cramponne après 4 ou 5 idées maîtresses. On s'y tient et on fait des rapports qui visent le véritable objet, que le décideur connaisse les enjeux clés et ce que le public en pense. Et ça fonctionne. Merci beaucoup de votre attention.